Bonjour à tous et bienvenue pour le webinaire CEGIBAT sur la réglementation gaz. Je suis Karine Serelli, responsable partenariat filière au sein de CEGIBAT et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. La thématique du jour, nous allons parler de la réglementation gaz dans l'habitat et nous allons voir ensemble les solutions d'alimentation en gaz. Pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'être accompagnée par deux experts. J'ai nommé Jean-Claude Mola à ma gauche et Mathieu Elbert à ma droite, responsable technique sur la réglementation gaz. Ce webinaire va s'articuler autour de trois parties. Dans un premier temps, nous allons faire un rappel sur les solutions d'alimentation en gaz des bâtiments d'habitation collectif. Ensuite, nous ferons un focus sur les canalisations de liaison avec toi, Mathieu. Et enfin, en dernière partie, nous parlerons des emplacements de production d'énergie, les EPE. Alors, pour commencer ce webinaire, nous avons décidé de faire un tour d'horizon des solutions d'alimentation en gaz des bâtiments collectifs d'habitation. Pour ce faire, et pour être le plus clair possible dans nos propos, nous allons distinguer deux cas de figure de type de dessert d'alimentation, selon deux configurations. Première configuration, les appareils en gaz à alimenter sont situés dans le logement, en partie privative. Deuxième configuration, les appareils à alimenter en gaz ne sont pas situés dans le logement, mais ils sont en dehors, dans un site de production d'énergie. Donc on va rentrer dans le premier cas de figure, quand mes appareils à alimenter en gaz sont dans la partie privative, dans le logement donc, et il y a un nouveau critère qui va venir influer notre technique et de desserte d'alimentation en gaz. Quel est ce critère, Mathieu ? Alors en effet, il y a, au-delà du fait d'avoir les appareils soit dans le logement ou dans un SPE, un autre critère qui va influer pour la configuration dès lors qu'on a les appareils dans le logement, qui est la présence ou non de parties communes intérieures au sein du bâtiment. Alors, c'est pas aussi binaire que ça, mais on le verra par la suite. Mais en tout cas, c'est un élément qui va influer sur la technique de desserte qui va être mise en œuvre. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On rappelle la configuration qui nous occupe actuellement. On a les appareils à alimenter en gaz qui sont bien dans le logement et le bâtiment est équipé de parties intérieures communes. Et donc, dans ce premier cas, on a une solution traditionnelle, connue, sous le nom de CICM, les conduites d'immeubles, conduites montantes. Est-ce que Mathieu, tu peux nous rappeler un petit peu les spécificités de cette solution ? Alors, dans les grandes lignes, c'est une solution qui est privilégiée de manière générale dès lors qu'on souhaite desservir un bâtiment d'habitation collectif. On est face à une installation à usage collectif qui comprend à la fois donc, une conduite d'immeuble qui a un parcours plutôt horizontal, poursuivi par une conduite montante. Les compteurs sont donc raccordés à cette conduite montante par le biais de branchements particuliers. Et donc cette conduite montante est, elle, placée dans une gaine. Des compteurs partent de l'installation intérieure qui va desservir les appareils dans les logements en ayant un parcours dans les parties communes, dans les circulations, puis après dans le logement. Alors, dans les grandes caractéristiques de ce type de desserte, il faut avoir en tête que, bien évidemment, on a les trois niveaux de coupure que l'on rencontre systématiquement sur une installation gaz, à savoir donc un organe de coupure général, un OCI et un organe de coupure par appareil dans les logements concernés. La partie entre l'organe de coupure générale et les compteurs est sous la garde du distributeur. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça comprend la CI et la conduite montante. La conduite montante, dès lors qu'on réalise une installation à usage collectif neuf dans un bâtiment neuf, doit nécessairement être placée dans une gaine. C'est une obligation. Et par contre, on ne peut pas avoir cette conduite montante à l'intérieur des parties privatives. Voilà les grandes lignes. Merci beaucoup, Mathieu. Donc une autre solution traditionnelle qu'on peut rencontrer dans ce cas de figure, je le rappelle, les appareils alimentés sont bien dans partie privative, donc dans le logement, et le bâtiment est équipé de parties communes. Donc on peut avoir comme technique de desserte des placards ou locales techniques gaz couplés à des tiges à précompteurs. Mathieu, est-ce que tu peux nous rappeler les spécificités, comme précédemment, de cette solution-là, s'il te plaît ? Alors cette solution, on va plutôt la rencontrer sur des petits collectifs avec un nombre de logements limité.
On retrouve notre installation à usage collectif, hein. Donc on a une installation à usage collectif, dès lors qu'on a différents points de comptage sur cette installation, qui se limite à la conduite d'immeuble poursuivie d'une nourrice sur laquelle sont raccordés les compteurs, et les compteurs ne sont plus dans une gaine, mais sont regroupés dans un volume, qui peut être soit un placard, soit un local. Alors le distinguo qui doit être fait entre placard et local est le fait que on ne peut pas exiger les portes fermées lorsque c'est un placard, à l'inverse du local où on peut rentrer dans le volume concerné. Et de ces compteurs partent des installations intérieures qui sont ce qu'on appelle des tiges après compteurs et qui respectent un certain nombre de dispositions. Généralement, ces tiges après compteurs sont placées dans une gaine et ont des obligations en termes de tracé. On retrouve également donc, les niveaux de coupure classiques, donc l'organe de coupure général, l'organe de coupure individuel et l'OCA. Et entre l'OCI et l'OCA, on va avoir ce qu'on appelle un organe de coupure supplémentaire, de par le fait que les compteurs sont tous positionnés au même niveau. Voilà dans les grandes lignes ce que je peux dire sur cette technique de desserte. Merci beaucoup Mathieu. Et donc maintenant, on va aller sur le deuxième cas de figure, quand les appareils alimentés en gaz ne sont pas en partie privative, qui sont en dehors du logement, dans des SPE, sites de production d'énergie. Alors ce concept est apparu avec l'entrée en vigueur de l'arrêté gaz du 23 février 2018, bien connu des personnes qui nous regardent. Alors on va en reparler aujourd'hui, Jean-Claude, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ma part. Donc là, on est sur la configuration où en fait, on a bien les appareils qui sont dans le logement, mais on a absence de partie commune intérieure. Et donc, la solution qui est dorénavant mise en avant par le biais de l'arrêté du 23 février 2018 modifié, et c'est une solution de desserte par PTGE et canalisation de liaison. Alors ça ressemble grosso modo à ce qu'on a pu voir précédemment, à savoir qu'on retrouve notre coffret avec l'organe de coupure générale, une conduite d'immeuble dans certains cas, et donc généralement un placard technique gaz équipé, situé à l'extérieur. Sauf que des compteurs présents dans le placard ne partent pas des tiges après compteurs, mais vont partir ce qu'on appelle les canalisations de liaison, qui offrent une certaine latitude vis-à-vis des tiges après compteurs, de par l'absence en fait de partie commune intérieure dans le logement. Mais on le verra par la suite. Et ça a été pensé pour répondre à ce type d'architecture qui est de plus en plus en fait présente lors des constructions. Merci Mathieu. Oui, en effet, c'est vrai que c'est du semi-collectif, c'est des bâtiments appelés bâtiments intermédiaires. On voit de plus en plus arriver où il n'y a effectivement pas de partie commune intérieure. C'est pour ça que la présence ou non de ce critère va influer sur la technique de desserte. Mais on va en revenir juste après, un peu plus loin, sur les canalisations de liaison. Et donc maintenant, on va parler avec Jean-Claude, cette fois-ci, du cas où les appareils alimentés ne sont pas dans le logement. Et donc, on va revenir un petit peu sur ce concept de site de production d'énergie, apparu, comme je le disais tout à l'heure, avec l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 février 2018. Oui. Donc, on a voulu refaire le point sur les sites de production d'énergie, qui a été une des nouveautés en fait, de l'arrêté du 23 février 2018. Et qui n'est pas toujours encore aujourd'hui, 3 ans après, toujours très clair dans les esprits. Notamment sur les parties qui sont liées aux nouveaux emplacements, les emplacements de production d'énergie. Donc on n'a pas tout à fait pris la mesure en fait, des possibilités qui sont offertes par ce nouveau type de site de production d'énergie. En effet, je suis un petit peu d'accord avec toi, c'est pas évident de s'y retrouver avec tous ces acronymes, SPE, LPE, APE. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer un petit peu la terminologie de tout ça? Oui, alors on peut faire un rappel. Donc effectivement, un site de production d'énergie, je peux revenir juste sur le slide d'avant. Voilà. Un site de production d'énergie, en fait, c'est un terme générique qui regroupe en fait l'ensemble des sites de production qui sont des lieux de production, plus exactement, qui sont susceptibles d'accueillir des appareils de production d'énergie, en dehors, donc on l'a déjà dit, en dehors des parties privatives, en dehors des logements. Donc on va retrouver, parmi ces sites, on va retrouver les locaux de production d'énergie, qu'on va appeler les LPE, les aires de production d'énergie, qu'on va appeler les APE, et les fameux emplacements de production d'énergie, qu'on va appeler EPE, désormais. Très bien.
Merci. Et donc, en effet, s'ils ont des appellations différentes, c'est qu'il y a des caractéristiques différentes. Est-ce que tu peux nous les préciser, s'il te plaît? Ouais, c'est utile de revenir là-dessus. C'est-à-dire, donc l'arrêté donne des définitions précises de ce que sont ces sites de production d'énergie. Donc on a d'abord le local de production d'énergie. En fait, comme son nom l'indique, en fait, c'est un local hein, qui va abriter des appareils de production d'énergie. Alors quand on dit production d'énergie, ce sont des appareils qui vont faire soit de la chaleur, du froid ou de l'électricité. Ces locaux-là, en fait, c'est le pendant de ce qu'on avait avant dans l'ancienne réglementation, c'est-à-dire chaufferie, mini-chaufferie, voire des alvéoles techniques gaz. Ensuite, on a les aires de production d'énergie. En fait, les aires de production d'énergie, en fait, ce sont des zones spécifiques qui sont délimitées. C'est important, il faut qu'elles soient délimitées. Elles sont situées à l'air libre. Et donc, elles aussi, elles sont destinées à recevoir des appareils de production d'énergie. Et enfin, on a donc les emplacements de production d'énergie, en fait, qui sont, eux, définis comme étant des volumes techniques clos. Donc, ils sont situés dans les parties communes et accessibles depuis les parties communes du bâtiment, dans lequel, et ça c'est important, en fait, il n'est pas prévu de séjourner, si vous le voyez à l'écran, hein, c'est pas prévu d'y séjourner. Et donc, ils sont aussi, évidemment, dédiés à recevoir des appareils de production d'énergie. Il y a deux caractéristiques essentielles qu'il faut retenir. Ces emplacements, en fait, on ne peut y installer que des appareils étanches, pas d'appareils de type B, et ils sont interdits en sous-sol. Très bien. Merci Jean-Claude. Alors, on a vu les définitions. Ce qu'on peut faire ressortir, en fait, des caractéristiques communes, générales à tous les SPE. C'est utile de les rappeler dès à présent. La première des choses, on l'a dit, c'est ils sont destinés à la production d'énergie, mais la deuxième chose qui est importante, qui diffère avec l'ancienne réglementation, c'est qu'aujourd'hui, on peut y faire dedans de la production collective, mais aussi de la production individuelle. Donc ça, c'est une grosse différence avec ce qu'il y avait avant. Ensuite, il faut rappeler en fait, que pour avoir le droit de s'appeler site de production d'énergie, il faut qu'il y ait au moins un appareil dedans qui soit un appareil à gaz, donc alimenté en gaz, et par une installation fixe. C'est-à-dire que si on met un appareil à gaz alimenté par une bouteille, ça ne marche pas. Ce n'est pas un SPE. Ensuite, on peut le dire, on peut le rappeler, qu'ils sont dédiés aux immeubles collectifs, donc installés dans les parties communes de ces immeubles, soit à l'intérieur ou soit à l'extérieur, pourquoi pas, accessibles depuis ces parties communes. Et ce qu'on peut préciser quand même, c'est qu'on a dit qu'ils étaient dédiés aux immeubles collectifs, mais exceptionnellement, c'est utile de le préciser, exceptionnellement en habitation individuelle, lorsqu'on a un appareil de production d'énergie qui dépasse 70 kW en puissance unitaire, il faudra le passer aussi dans un SPE, alors plus précisément dans un LPE ou dans un APE, donc dans un local ou dans une aire. Et donc à ce moment-là, le local ou l'aire devra respecter les règles qui sont propres à ce type de SPE. Ensuite, ces SPE, il faudra qu'ils soient dotés d'une ventilation permanente. Ça, c'est obligatoire. Hein. Alors là, on est en train de parler plutôt des SPE de type local ou air, ou emplacement, puisque les airs sont à l'air libre, donc ne sont pas concernés. Et enfin, donc, ce que je disais tout à l'heure, donc, il faudra obligatoirement que ces SPE soient équipés de systèmes d'évacuation des produits de la combustion. Alors ça va se traduire comment? Tout simplement, il faudra qu'il y ait prévoir des conduits de fumée, extérieurs ou intérieurs. Il faut juste rappeler que si le conduit de fumée, s'il est prévu de le faire passer par l'intérieur, il faudra qu'il soit sous gaine. Et ça, c'est valable pour les conduits de fumée de type B ou de type C. Hein, ça vaut pour les deux. Finalement, donc, on va se retrouver avec, pour tous les SPE, donc la totalité, éventuellement, on pourra avoir des conduits individuels qui serviront à évacuer les produits de la combustion. Et là, la nouveauté, c'est qu'on pourra retrouver des conduits collectifs pour desservir les emplacements de production d'énergie. Ça, c'est encore une nouveauté. Ça n'existait pas avant. Et éventuellement, on pourra desservir avec ces conduits collectifs des locaux de production d'énergie. Mais là, on est plus dans le cadre de rénovation d'alvéoles techniques gaz uniquement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude.
Donc j'aimerais bien insister par rapport à tous les éléments importants que tu as cités. La grosse nouveauté, en effet, c'est que ce SPE ne renferme pas que des éléments de production collective, mais peut aussi renfermer des éléments de production individuels. Donc ça, c'est important, c'est le gros changement quand même. Et j'ai une question pour toi, Jean-Claude, tu me connais un peu, je vais vouloir te parler hybride. Est-ce qu'on peut mettre une autre énergie que le gaz dans ces SPE? Alors, oui, alors on peut envisager d'installer des appareils de ce type, hybride, dans les emplacements de production d'énergie. Les emplacements de production d'énergie ont une configuration suffisamment malléable pour que ça puisse être envisagé. Il faudra néanmoins respecter les règles propres à l'installation de ces appareils-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on peut préciser aussi que si il y avait des solutions innovantes, novatrices, des nouvelles solutions qui apparaissent après la réflexion, si on se pose la question d'installer ce type d'appareil dans des EPE, à ce moment-là, ces solutions innovantes pourraient tout à fait être intégrées au guide du CNPG, qui est le Centre national d'expertise des professionnels du gaz. Donc je rappelle, ce guide, c'est les catalogues des solutions qui permettent d'attester qu'on est conforme à la réglementation et aux exigences de l'arrêté. Donc, si on a des solutions innovantes de ce type-là, de nature à essayer d'intégrer des appareils hybrides, à ce moment-là, on pourra tout à fait envisager de les intégrer. Ça posera aucun problème, puisque la réglementation est suffisamment souple aujourd'hui pour le permettre. Très bien, c'est une heureuse nouvelle. Merci Jean-Claude. Alors, il va falloir que tu me rassures, parce que j'ai l'impression que la multiplication de ces sites va un petit peu compliquer leur alimentation. Est-ce que je me trompe ? Oui et non. En fait, alors je dis oui et non. En fait, ça va être surtout plus riche en termes de possibilités d'alimentation. Parce qu'on a aujourd'hui, au lieu d'avoir, on avait des mini-chaufferies, des chaufferies, aujourd'hui on a des SPE avec des LPE, des APE et des EPE. Donc ça va être plus riche, il y a beaucoup plus de possibilités. Ce qu'on peut rappeler en tout premier lieu, c'est qu'on avait l'habitude jusqu'à présent d'alimenter un site de production, enfin une chaufferie, une mini-chaufferie avec une seule canalisation. Aujourd'hui, on peut éventuellement alimenter donc un SPE avec plusieurs canalisations, dans le cas particulier où on a à l'intérieur des appareils de production individuelle. Donc dans ce cas-là, en fait, on aura une canalisation individuelle par appareil de production individuelle. Je ne veux pas dire par là qu'il faut absolument se précipiter sur cette solution-là, mais je dis que c'est une possibilité aujourd'hui qui est offerte par la réglementation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien, si on parle des LPE, des locaux de production d'énergie, eh bien, ces LPE, eh bien, il n'y a pas de changement là-dessus. On a déjà fait un webinaire là-dessus, et qui expliquait en fait qu'on les alimente comme anciennement les chaufferies et les mini-chaufferies. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien de plus à dire. Ensuite, il y a les APE, donc les aires de production d'énergie. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'elles, il faut impérativement, on va essayer judicieusement les alimenter par l'extérieur. Il y a toutefois une possibilité d'alimenter des aires de production d'énergie par l'intérieur du bâtiment. C'est quand on est en face à une aire qui fait moins de 70 kW et qui est en terrasse. Et à ce moment-là, je peux donner un exemple, on peut envisager de l'alimenter par exemple depuis la partie supérieure d'une gaine de conduite montante. Ça pourrait être judicieux dans certains cas. Juste une petite aparté, puisqu'on a parlé des locaux et des aires. Juste une petite chose qui s'apparaît sur le slide là, c'est que il faut privilégier, dans la mesure du possible, l'alimentation par l'extérieur de ces locaux ou de ces aires, voire même des emplacements, mais c'est un petit peu moins le cas pour eux. C'est quand même la solution, a priori, la plus simple techniquement et la plus sûre. Donc aujourd'hui, en fait, on a des possibilités relativement simples de cacher les conduites, et on n'est pas obligé de les peindre en jaune, de les masquer et de faire en sorte qu'on ne les voit pas. Et donc ça permet d'avoir une solution simple d'alimentation. Donc l'alimentation par l'intérieur, finalement, c'est une dérogation à cette situation, c'est-à-dire on cherche d'abord à alimenter par l'extérieur. C'est la même chose pour les compteurs et la détente. Il faut privilégier, dans un premier temps, il faut privilégier de les installer à l'extérieur. Fin de mon aparté.
Donc ensuite, il y a les emplacements. Alors les emplacements, on l'a dit un petit peu, hein, en fait, il y a beaucoup de sortes différentes, on va les voir après. Donc beaucoup de sortes, possibilités d'alimentation différentes. On peut les alimenter par, on a vu, par des canalisations de liaison, par des canalisations individuelles, par des tiges précompteurs, par des conduites montantes. Donc il y a beaucoup de possibilités d'alimentation de ces EPE. Très bien. Oui. Bon, c'est bon. Oui. Merci beaucoup. Ouais. Donc nous avons fini cette première partie sur le petit tour d'horizon des solutions d'alimentation en gaz des bâtiments. Et maintenant, je vous propose de faire un focus avec toi, Mathieu, sur les canalisations de liaison qui font partie des nouveautés de l'arrêté du 23 février 2018 modifié. Oui. Alors Mathieu, ôte-nous du suspense tout de suite, qu'est-ce que c'est qu'une canalisation de liaison? Je vous propose, pour introduire le sujet, de regarder une petite vidéo qui plantera un peu le décor. Très bien. Eh bien, lancement de la vidéo en régie, s'il vous plaît. La desserte en gaz d'un immeuble d'habitation collectif équipé de chaudières individuelles est traditionnellement assurée de deux manières. Soit par une conduite d'immeuble et une conduite montante, soit par un local technique gaz ou placard technique gaz couplé à des tiges à précompteurs. Ces deux solutions nécessitent la présence de parties communes pour accueillir la gaine de conduite montante, le local technique ou encore la gaine de tige à précompteurs. Cependant, un nouveau type de bâtiment d'habitation collectif est apparu ces dernières années, l'habitat intermédiaire. Cette forme de construction, à mi-chemin entre la maison individuelle et l'immeuble collectif traditionnel, se caractérise par un accès au logement depuis l'extérieur du bâtiment et par l'absence de parties communes intérieures. Cette évolution constructive nécessite d'adapter la desserte en gaz de ce type d'immeuble. La réglementation s'est adaptée par l'instauration de l'arrêté du 23 février 2018, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Parmi les innovations introduites, on trouve les canalisations de liaison. Cette technique de desserte offre une alternative aux solutions traditionnelles d'alimentation des logements lorsque l'immeuble collectif ne dispose pas de parties communes susceptibles d'accueillir des conduites montantes. Mais concrètement, de quoi parle-t-on? Une canalisation de liaison est une tuyauterie de gaz à usage individuel reliant le compteur situé dans un local, un placard technique gaz ou un coffret extérieur aux appareils du logement. Son parcours peut s'effectuer tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment avec un tracé horizontal ou vertical, offrant ainsi la possibilité de placer le compteur à distance du bâtiment desservi. Comme toute installation de gaz, elles doivent respecter les exigences de l'arrêté. La mise en œuvre de solutions proposées dans le guide général installation de gaz du CNPG est un mode de preuve du respect de ces exigences. Merci beaucoup, la régie. Excellente vidéo. D'ailleurs, si vous en voulez d'autres, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de CJBAT. Oui. Et donc, Mathieu, quelles sont les différences essentielles avec les tiges à précompteurs? Alors, les différences essentielles qu'on peut avoir, parce que c'est vrai que de prime abord, lorsqu'on regarde une installation donc desservie par les tiges à précompteurs versus canalisation liaison, on se rend compte que ça se ressemble assez fortement. Il y a pas mal de similitudes. Pour autant, il y a des différences notables, en l'occurrence sur le tracé des canalisations de liaison qui offrent, on le verra par la suite, mais un spectre plus large donc, en termes de parcours. Autre point essentiel est le fait que les canalisations de liaison, on l'a vu dans la vidéo, peuvent avoir un tracé horizontal ou vertical, là où théoriquement des tiges à précompteurs sont d'allure rectiligne et verticale, même s'il existe une exception pour un cas bien précis, mais de manière générale, les tiges à précompteurs sont donc rectilignes et verticales, ce qui impose d'avoir le local ou l'enceinte qui accueille les compteurs, généralement à l'aplomb de la gaine qui comprend ces tiges à précompteurs. Donc là, on peut clairement, avec les canalisations de liaison, déporter cette enceinte, la mettre à distance, parce qu'on nous autorise d'avoir un tracé horizontal en enterré, en élévation, on le verra par la suite. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point également qui les différencie des tiges à précompteurs est le fait qu'elles n'ont pas d'obligation d'être en nappe unique. C'est-à-dire que si on a plusieurs canalisations de liaison, elles peuvent directement éclater depuis l'enceinte pour aller chercher au plus proche
le logement à desservir. Là où, lorsqu'on est avec des tiges après compteur, on a l'obligation d'avoir une nappe unique qui impose un tracé identique pour l'ensemble des canalisations jusqu'à atteindre le point de pénétration dans le logement à desservir. C'est vraiment les deux points essentiels qui distinguent les tiges après compteur des canalisations de liaison. Merci beaucoup Mathieu. Est-ce que maintenant tu peux nous expliquer quelles sont les possibilités de parcours, parce qu'on a compris que c'était pluriel, de ces canalisations de liaison, s'il te plaît? Oui. Alors, en termes de parcours, on va distinguer d'un côté le parcours extérieur du parcours intérieur. En extérieur, il est possible d'avoir un cheminement de la canalisation de liaison en aérien, donc généralement, même systématiquement, si c'est en aérien, donc accolé à une paroi, fixé à une paroi. Il peut y avoir un parcours en enterré. Alors là, on va faire un distinguo. Selon que la canalisation de liaison en enterré traverse la partie privative du logement qu'elle dessert ou non, les conditions changent. Donc, dans l'hypothèse où cette canalisation de liaison en enterré traverse un espace extérieur qui est l'espace privatif du logement desservi, elle peut être sous fourreau uniquement. Par contre, si la canalisation ou les canalisations de liaison qui traversent cet espace extérieur privatif ne le desservent pas, elles auront l'obligation d'être placées dans un caniveau. Et c'est la même obligation dès lors que les canalisations de liaison cheminent en enterré dans les parties communes extérieures. Donc là, on était sur un parcours extérieur au bâtiment. Maintenant, dès lors qu'on est à l'intérieur du bâtiment, il est possible d'avoir ces canalisations incorporées dans l'épaisseur des parois, qu'elles soient horizontales ou verticales. Elles peuvent également cheminer en élévation dans le logement qu'elles desservent sans aucune protection. Et par contre, si elles ne desservent pas le logement, elles peuvent cheminer également en élévation le long d'une paroi. Mais par contre, on viendra dans ces cas-là mettre en place un coffrage, une gaine pour assurer une protection. Très bien, merci Mathieu. Donc on vient de voir en effet les techniques de pose lors de la réalisation de ces canalisations de liaison. J'aimerais qu'on fasse un petit focus sur le caniveau technique. Donc si je résume, qui va être obligatoire lors de parcours extérieurs en partie commune ou partie privative non desservie. C'est ça. Alors quelles sont les spécificités et les dispositions à respecter pour ces caniveaux techniques ? Alors, les dispositions ont été précisées lors de la mise à jour du guide IG. Et à savoir que voilà, il y avait quelques éléments qui existaient, mais qui ne permettaient pas vraiment d'appréhender cette technique de pose. Donc, de manière générale, il faut savoir que le caniveau est forcément extérieur au bâtiment. Il ne peut en aucun cas rentrer ou pénétrer dans le bâtiment. On doit forcément l'ensabler, ce caniveau. On va également respecter des distances d'éloignement entre les différentes canalisations qui sont présentes à l'intérieur du caniveau. On mettra en place un système avertisseur, un grillage jaune pour faire simple, et la mise en place de dalles. Alors, je ne cite pas tout, toutes ces dispositions sont bien évidemment présentes dans le guide, mais en tout cas, a été apporté des précisions qui permettent d'y voir plus clair sur comment réaliser ce caniveau qui a pour objectif premier, on est bien d'accord, d'assurer la protection de ces canalisations. Rappelons qu'on est sur des installations après compteur, qui sont donc de la responsabilité des utilisateurs. Et il est clair qu'un parcours sur un terrain non desservi ou dans des parties communes peut être problématique parce qu'un tiers peut potentiellement endommager la canalisation sans le vouloir. D'où l'intérêt d'avoir ce caniveau. Alors par contre, on a conscience qu'il faut l'intégrer le plus en amont possible du projet, dans l'idéal au niveau des travaux de VRD, pour que ce ne soit pas un frein par la suite lorsqu'on réalise l'installation gaz. Merci beaucoup Mathieu. J'ai une question du public de Pascal, s'il nous regarde. Les canalisations de liaison peuvent-elles traverser un jardin privatif pour arriver à l'immeuble à desservir ? Alors, un jardin privatif, un rez-de-jardin d'un des appartements du bâtiment concerné ou un jardin d'une maison qui sera à côté ça demanderait précision. Première option ? Parce que c'est du... Oui. Ouais. Première option. Ouais. Oui. Jardin privatif. Pascal, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il est possible de cheminer dans le jardin, dans le rez-de-jardin privatif du logement non desservi, à la condition de placer bien évidemment là où les canalisations
sous caniveau. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Une question de moi-même cette fois-ci. Y a-t-il des dimensions spécifiques pour ce caniveau? Alors non, dans les dispositions qui ont été précisées dans le guide, il n'a pas été fait mention de dimensions spécifiques. Je pense que, alors je me trompe peut-être, mais qu'il ne faut pas être non plus trop prescriptif dans ce qu'on peut apporter comme information sur ces caniveaux, au risque d'être contraint lors de certaines situations. On fait plutôt appel au bon sens dans ces cas-là, à savoir qu'on a des distances d'éloignement qui s'appliquent, bien évidemment. Donc 3 cm en parallèle entre chaque canalisation, et après l'objectif est de pouvoir, le cas échéant, intervenir indépendamment des autres canalisations sur une canalisation. Donc je veux dire, c'est du sur-mesure entre guillemets, mais c'est surtout le bon sens qui prime dans ces cas-là, quant aux dimensions qu'on doit mettre en œuvre pour un caniveau accueillant des canalisations de liaison. Merci beaucoup Mathieu. On va passer donc à la troisième partie de ce webinaire et on va faire un focus, on va vraiment parler dans le détail. Après cette partie, vous saurez tout sur les EPE, emplacement de production d'énergie. Et donc, effectivement, je me tourne maintenant vers Jean-Claude. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi ces EPE ont été imaginés et créés? Donc, ce qui concerne les EPE, l'idée, en fait, c'est de pouvoir utiliser les espaces réduits dans les bâtiments d'habitation collective, et donc dans les parties hors logement, ces espaces réduits qui ne pouvaient pas jusqu'à présent être utilisés pour implanter des appareils de production d'énergie. Alors on parle plutôt des appareils de production d'énergie de faible puissance, donc inférieure à 70, comme on verra après. Donc c'était l'idée de base. Donc on va se retrouver avec des emplacements qui, comme tous les autres sites de production d'énergie, sont susceptibles aujourd'hui d'accueillir non seulement des appareils à gaz, mais l'alimentation en gaz qui va avec, et voire donc le dispositif d'évacuation des produits de combustion qui va avec. Donc voilà. Ouais. Merci beaucoup Jean-Claude. Et maintenant, on va revenir vers Mathieu pour parler des caractéristiques de ces emplacements de production d'énergie. Alors, Jean-Claude, on a déjà un peu fait part lors de la première partie, mais un emplacement de production d'énergie peut être défini avec différents critères. En l'occurrence, on est bien en présence d'un volume technique dans lequel on ne peut pas y séjourner porte fermée. On a l'obligation d'avoir une puissance utile totale des appareils présents, s'il y en a plusieurs, inférieure ou égale à 70 kW. On ne peut pas avoir plus de 2 EPE par palier au sein d'une cage d'escalier. On a forcément des appareils étanches, donc des appareils de type C, donc un circuit de combustion étanche. Et la production peut être, il est vrai, donc soit individuelle ou collective. Le choix est laissé, toujours avec cette obligation de respecter bien évidemment la puissance. Au-delà de ça, ce qui est important, c'est le fait qu'on ait une déclinaison. On a 3 configurations possibles concernant les EPE, qui sont détaillées dans le guide SPE du CNPG. La première étant les EPE de type placard, la deuxième étant les EPE de type superposé, et la troisième étant les EPE donc, de type gain. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, ce que je vous propose, c'est tout naturellement d'aller voir en détail ces 3 configurations. Donc, premièrement, le type placard. Donc là, Jean-Claude, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les caractéristiques de cette configuration-là? C'est le plus facile. Hein. Comme son nom l'indique, en fait, ça va ressembler à un placard. Plus précisément, un placard technique gaz, hein, dans lequel, on vient de le dire, on va pouvoir retrouver l'appareil, là où les appareils, les dispositifs d'évacuation, les dispositifs d'alimentation. Pourquoi pas la réglementation autorise des compteurs eux-mêmes. Donc chaque emplacement de type placard, en fait, finalement, c'est un emplacement indépendant. Il va être indépendant, qu'on pourra retrouver un petit peu partout faut que ça soit possible techniquement dans le bâtiment. On a dit sauf en sous-sol, ça c'est sûr. Oui. Et donc on pourra les retrouver à l'extérieur comme à l'intérieur. Et donc évidemment, comme tous les autres sites de production d'énergie et emplacements, il faudra qu'ils soient accessibles et visitables depuis les parties communes. Très bien. Alors, ces
type placard, donc on a dit qu'ils peuvent être installés à l'extérieur ou à l'intérieur. S'ils sont placés à l'extérieur, on va demander, en fait, la réglementation va demander à ce que les parois de ces placards soient incombustibles et coupe-feu 1 heure. Pour les portes, en fait, on va juste demander qu'elles soient incombustibles et coupe-feu 1 demi-heure. Donc ça, c'est si le placard est situé dans une zone, dans un périmètre de moins de 5 mètres du bâtiment d'habitation. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, alors c'est une configuration qui est peut-être un petit peu bizarre, mais si on décidait de mettre un placard, un EPE de type placard à l'extérieur, à plus de 5 mètres du bâtiment, on peut imaginer ça, en fait, on ne lui demanderait plus que d'être incombustible aux parois et aux portes. On va demander aussi, comme pour tous les EPE, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir une ventilation obligatoire, donc non permanente. Donc là, pour les placards extérieurs, ça va se traduire comment? Tout simplement, on va pouvoir avoir une entrée d'air et des grilles d'entrée d'air et des grilles de sortie d'air à travers la paroi, tout simplement, avec, en prévoyant une section de passage de 50 cm². Parfait, merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers Mathieu. On a l'explication pour les types de placards quand ils sont à l'extérieur. Quid lorsqu'ils sont placés à l'intérieur? Et alors, concernant les caractéristiques de résistance et de réaction au feu donc des parois et des portes d'un EPE placé à l'intérieur, au final, on est dans les mêmes... on va dire les mêmes caractéristiques que celles qui sont énoncées pour un placard extérieur. On doit être donc incombustible coupe-feu 1 heure pour les parois et incombustible coupe-feu 1 demi-heure pour la porte. Pour la ventilation, alors on peut clairement appliquer la ventilation qui a été présentée par Jean-Claude pour les EPE extérieurs, mais le champ est un peu plus large. On doit forcément, alors on peut avoir une amenée d'air directe ou indirecte. Par contre, la sortie d'air sera toujours directe. Lorsque l'amenée d'air est directe, elle peut se faire soit par une section libre à travers une paroi, soit par le biais d'un conduit qui débouche directement à l'extérieur, avec toujours la même section, les fameux 50 cm². Si elle est indirecte, ça va avoir une incidence sur le type de sortie d'air qui sera nécessairement par conduit vertical. D'accord ? Et donc quand je dis indirect, ça veut dire que l'amenée d'air se fait depuis un espace aéré ou ventilé. Donc c'est cet espace qui lui-même dispose éventuellement d'une ventilation ou d'un ouvrant qui donne sur l'extérieur, dans lequel on vient prendre l'air pour assurer la ventilation permanente de l'EPE. Mais on peut également avoir ce qui a été dit par Jean-Claude, donc une amenée d'air en partie basse par section, libre de passage à travers une paroi, et une sortie d'air en partie haute également par section, donc avec toujours les 50 cm². Très bien. Merci beaucoup Mathieu. Alors c'est très intéressant tout ça, mais on voit que ces EPE peuvent être un peu partout dans le bâtiment, sauf en sous-sol, on se rappelle. Mais alors du coup, comment on va venir alimenter ces EPE ? Jean-Claude. Oui, on voit le slide. En fait, ces emplacements, comme on l'a dit au tout début, là, ils peuvent être alimentés pas mal de façons différentes. Donc la première qu'on va détailler, là, c'est tout simplement par un branchement individuel. Alors là, on va être sur le même principe que de l'alimentation anciennement d'une mini-chaufferie, donc un LPE de moins de 70 kW aujourd'hui. Là, ça ne se voit pas sur le slide, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va quand même chercher, dans la mesure du possible, d'alimenter ces emplacements par l'extérieur. Bon, là, on ne le voit pas sur le slide, sur la planche 1. Mais donc, si ce n'est pas possible, effectivement, on a la possibilité de faire cheminer la canalisation d'alimentation par l'intérieur. Donc, il s'agit d'une canalisation individuelle, là, une seule canalisation. Elle devra passer par les parties communes, donc ventilées ou aérées. On est toujours sur le même schéma que pour alimenter les LPE de moins de 70. Et dans ce cas-là, donc, en cheminant dans ces parties communes, on a le choix. C'est soit on passe donc sous protection mécanique, avec une protection mécanique qui est ouverte sur le volume traversé. Et dans ce cas-là, on pourra passer en cuivre, on pourra passer en acier, on pourra passer même en PLT, en tuyau flexible métallique. Ou alors, on peut faire le choix de passer en acier soudé tout du long jusqu'à l'EPE. Ça, c'est le principe de base. Il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, c'est que si on doit aller alimenter un EPE, un emplacement qui est situé dans les niveaux supérieurs du bâtiment, ou au dernier niveau, et qu'on doit traverser des planchers,
Si on a décidé de le faire comme ça, et si on traverse 2 planchers ou plus, à ce moment-là, on n'aura pas trop le choix, et on sera obligé de passer en acier soudé. Donc plus de cuivre possible, en acier soudé, et dans la traversée des niveaux, arriver jusqu'à l'EPE, dans la traversée des niveaux, cette tuyauterie en acier soudé, il faudra qu'elle soit placée sous coffrage. Un coffrage classique, enfin ouvert sur le volume traversé. Donc voilà, ça c'est la première façon. Alors, ça peut paraître compliqué, mais en fait, on alimente ça finalement comme on alimente un EPE de moins de 70. L'autre façon, c'est ce qui rejoint la présentation qu'a fait tout à l'heure Mathieu, c'est on peut alimenter ça aujourd'hui par des canalisations de liaison. Comme on alimente un logement, en fait. Alors là, sur la planche 2 et la planche 3, vous voyez des alimentations par canalisation de liaison. Et on doit respecter les règles que Mathieu a énoncées tout à l'heure. C'est exactement les mêmes règles. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on peut avoir, sur la planche 2, là, vous voyez, une canalisation de liaison par emplacement. Donc on peut alimenter plusieurs emplacements. Et on peut aussi se retrouver avec plusieurs canalisations de liaison. Sur la planche 3, vous le voyez, plusieurs canalisations de liaison qui alimentent un seul et même EPE. Donc dans ce cas-là, en fait, on voit qu'on doit avoir de la production individuelle. Et enfin, on peut vous présenter un dernier exemple d'alimentation. C'est alimenter ça depuis une conduite montante. Alors encore, on est sur le type d'alimentation comme si on alimentait un logement. Depuis une conduite montante, on peut venir alimenter, et donc un branchement réalisé, en particulier réalisé dans cette conduite montante, on peut aller alimenter un emplacement de production d'énergie. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et bien là, on n'a plus d'excuses, on est incollable sur la première configuration, type placard. Eh bien, on va faire la même chose avec le type superposé. Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui. Alors, si on est dans un bâtiment dont l'architecture, la structure le permet, on peut envisager un empilement de PE. Et on parlera dans ces cas-là de PE de type superposé. À savoir que chaque PE, d'un point de vue enveloppe, est indépendant par rapport aux autres. Mais l'ensemble forme un tout, on le verra par la suite, sachant qu'on peut, dans les faits, alimenter par le biais d'une alimentation commune l'ensemble des EPE. On peut également, pour la ventilation et l'évacuation des produits de combustion, mettre des dispositifs collectifs qui permettent d'alimenter chaque EPE, bien qu'il soit indépendant. Mais c'est possible. D'autre part, ce qu'on peut dire, c'est que pour cette configuration, lorsqu'on est en superposé, c'est forcément sur la hauteur totale de l'immeuble. On ne peut pas avoir des niveaux pour lesquels, au final, on n'aurait pas de PE. On peut les retrouver également soit à l'intérieur, mais également à l'extérieur, donc ce qui suppose d'avoir un escalier extérieur avec des coursives, mais ça peut tout à fait être envisageable, et d'avoir accès depuis les coursives à ces EPE. Et après, voilà, rien de nouveau, mais on doit forcément y accéder depuis les parties communes, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Merci beaucoup Mathieu. Eh bien, on va rentrer un peu plus dans le détail, puisque tu vas nous parler des caractéristiques de ces EPE type superposé. Alors, en termes de caractéristiques, on est toujours sur ce qu'on a pu voir précédemment, à savoir qu'en termes de résistance et de réaction au feu, on va être sur des parois incombustibles avec un degré coupe-feu 1 heure, et pour les portes, donc des portes incombustibles avec un degré coupe-feu 1 demi-heure. La ventilation, comme on l'a vu précédemment, peut s'effectuer de plusieurs manières. On peut l'envisager, comme je l'ai dit juste avant, de manière collective, en ayant un système qui permet l'introduction d'air commun à l'ensemble des EPE, et un système qui permet son évacuation également commun. Mais on peut tout à fait aussi décider de partir pour la ventilation sur une ventilation propre à chaque EPE, avec les fameux 50 cm carrés en partie basse de l'EPE, puis en partie haute. Et donc chaque volume, chaque EPE sera dans ce cas-là ventilé indépendamment des autres. C'est une solution qui peut également être envisagée. C'est vraiment au cas par cas. Merci beaucoup Mathieu. Alors je vais me tourner vers Jean-Claude, parce que je suppose qu'on ne va pas alimenter ces EPE type superposé comme on alimenterait un EPE type placard. Alors, effectivement,
ces emplacements qui sont particuliers, en fait, de par leur configuration, comme vient de le dire Mathieu, eh bien, quand on regarde comment ils sont faits, en fait, il y a quand même une technique qui semble s'imposer d'elle-même, en fait, hein, ça ressemble quand même à des logements superposés, puisque là, ce sont des emplacements qui sont superposés. Donc on peut tout à fait envisager d'alimenter ces emplacements superposés par les techniques entre guillemets classiques que Mathieu a décrites tout à l'heure. Donc sur la planche 2, on voit qu'on peut très bien envisager d'alimenter ça par des tiges après compteur. Donc on voit qu'on a une alimentation, une gaine verticale d'alimentation de tiges après compteur et qui viennent soit d'un placard technique gaz, soit d'un local technique gaz. Solution, voilà, première solution traditionnelle. Et la deuxième, on en a déjà beaucoup parlé, hein, c'est les conduites montantes. Alors sur la planche 2, vous voyez qu'on a le cas d'une conduite montante qui est accolée aux emplacements. Et sur les planches 3 et 4, on a une conduite montante qui n'est pas accolée. Vous voyez on est vraiment sur une solution qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à des solutions d'alimentation des logements. Et donc, on voit que pour la planche 2, donc la partie, on va dire, où la conduite montante et la gaine de conduite montante est accolée aux EPE, on voit que l'ensemble prend une espèce de cohérence, on commence à voir se dessiner une espèce de dispositif technique bien particulier. Voilà. Et donc, pour illustrer tes propos, nous avons des photos. Oui, alors voilà concrètement à quoi ça pourrait ressembler. Alors on n'est pas sur un cas d'école particulièrement, mais vous voyez sur la photo de gauche là, donc un local technique. Alors je dis que c'est pas un cas d'école parce que là vous voyez qu'on a un local technique sur un palier. Donc il faut imaginer ça sur tous les paliers. Et dans ce local technique, il y a des placards techniques. Alors parmi ces placards techniques, il y a celui qui nous intéresse, c'est l'EPE, l'emplacement de niveau. Et puis il y a aussi à côté probablement d'autres locaux techniques, d'autres placards techniques qui sont dédiés à l'électricité ou à l'eau. Donc accessible, donc, vous voyez, depuis le palier, depuis les parties communes. Et sur les deux photos de droite, vous voyez, en ouvrant la porte et les portes de l'emplacement, vous voyez apparaître là, ici, 3 chaudières. Donc visiblement, c'est chaudières étanches. Enfin, en tout cas, on arrive à reconnaître que ce sont des chaudières étanches. Et elles sont raccordées, ces chaudières, à un conduit. On voit le tronçon du conduit, qui est un conduit 3CEP. Hein, un conduit étanche, 3CEP, collectif. La même chose que ce qu'on utilise pour les logements. Donc vous voyez à quoi ça peut ressembler concrètement. Le petite chose qui est intéressante de noter, c'est que vous voyez sur la photo de gauche, on ne voit pas de grille de ventilation à travers les portes. Et on devine là sur le côté, donc sur la photo du milieu, on devine sur le côté que la ventilation elle est faite depuis des gaines adjacentes aux emplacements. Ce qui est une possibilité de faire. Donc là sur la photo on voit pas. On distingue pas bien les canalisations d'alimentation en gaz, mais elles sont présentes comme on a vu. Et donc en haut à droite, si vous les distinguez toujours, on distingue donc le pied de conduit qui lui est placé en rez-de-chaussée du bâtiment, donc dans un placard dédié. Merci beaucoup Jean-Claude. Donc on va voir avec Mathieu, on va parler un petit peu des compteurs. Dans les exemples qu'on a vus ensemble, les compteurs soient soit placés dans un coffret, placard technique ou dans une gaine de conduite montante. Est-ce qu'on peut les mettre aussi dans un EPE? Alors oui, la réglementation le permet, comme on peut le voir sur le schéma. Pour autant, il y a quand même des précautions à prendre, à savoir que le compteur est la propriété du distributeur et que la partie d'installation située entre l'organe de coupure général et les OCI, généralement en amont du compteur, sont sous concession du distributeur. Dans l'hypothèse où, pour X raisons, on souhaite rapatrier les compteurs dans le volume de l'EPE, il y a lieu préalablement de se rapprocher du distributeur pour échanger et voir si des dispositions particulières existent et avoir, bien évidemment, l'aval du distributeur sur cette configuration. Très bien, merci beaucoup. Alors j'ai une petite question pour Jean-Claude. En immeuble collectif, il arrive souvent qu'on soit obligé de passer par les parcs de stationnement souterrains. Est-ce qu'on peut y mettre des canalisations qui viennent alimenter mon EPE? Alors la réponse est oui. Ah, c'est possible. Bonne nouvelle.
Je dis pas oui et non, je dis c'est possible. Alors, sur la planche de gauche, la planche numéro 1, on voit le cas où finalement le distributeur, on vient d'en parler, le distributeur, puisqu'on est avant-compteur, a fait le choix de passer par, donc d'alimenter ses EPE déjà par une canalisation unique, et a fait le choix ou doit passer par le parc de stationnement. Dans ce cas-là, c'est possible. On voit que ça ressemble fortement donc, à une conduite d'immeuble. Donc c'est possible tout à fait en respectant les règles les dispositions particulières qui sont demandées aux conduites d'immeuble lorsqu'elles traversent un parc de stationnement. Concrètement, c'est soit on passe dans une gaine coup-feu 2 heures ouverte sur l'extérieur, soit on fait une conduite en acier soudée et qui doit respecter des dispositions particulières propres aux conduites d'immeubles qui traversent les parcs de stationnement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si on a fait le choix d'alimenter les emplacements, comme on l'a vu tout à l'heure, par des canalisations de liaison, ben là aussi c'est possible. Alors, pourquoi c'est possible? Tout simplement parce que les canalisations de liaison, la réglementation les autorise, en tout cas, à passer en parc de stationnement, déjà. Et donc, c'est déjà une première chose. Et donc, ensuite, ces canalisations de liaison, quand elles passent à l'intérieur du bâtiment, il faut qu'elles soient en gaine ouverte sur l'extérieur. Ça, c'est une obligation. Donc, du coup, il nous reste quoi comme solution quand on veut faire passer des canalisations de liaison pour alimenter des EPE en parc de stationnement? Il ne reste que la gaine. Et cette gaine, donc, pour pouvoir être en phase avec ce que demande la réglementation pour les installations qui passent en parc de stationnement, il faudra qu'elle soit coup-feu 2 heures. Donc, oui, on peut passer canalisation de liaison pour alimenter des EPE en gaine coup-feu 2 heures ouverte sur l'extérieur. Merci beaucoup Jean-Claude. On va donc passer à la 3e configuration, qui est, je crois, assez novatrice, n'est-ce pas Jean-Claude, qui est le type gaine. Oui. Alors, si on pousse le bouchon jusqu'à essayer d'exploiter au maximum ce que permet la réglementation aujourd'hui en matière d'emplacement de production d'énergie, on peut imaginer et on peut placer, donc on l'a vu tout à l'heure, on l'a déjà dit, redit, à la fois la distribution de gaz, l'alimentation de gaz, les appareils et les dispositifs d'évacuation, tout ça dans un même volume qui peut donc prendre la forme d'une gaine. De cette manière, en fait, on se retrouve avec toute l'installation technique dans un même endroit, dans une gaine. Donc ça, c'est on va dire, l'exploitation maximale de ce que permet la réglementation aujourd'hui. Alors attention, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas faire donc, le parallèle, ou l'amalgame en tout cas, avec des gaines de conduite montante. On en a parlé. Les gaines de conduite montante, ce sont des gaines spécifiques qui sont dédiées à la distribution de gaz, et uniquement à la distribution de gaz, qui sont la plupart du temps en fait gérées par les distributeurs de gaz, et qui doivent répondre à des dispositions bien particulières, à la fois du côté de la réglementation gaz, et à la fois du côté de la réglementation incendie. Et c'est pas du tout la même chose qu'un EPE de type gaine, parce que l'EPE de type gaine, c'est un site de production d'énergie. Que la réglementation autorise à recevoir des installations de gaz et d'autres choses. Donc c'est vraiment 2 objets complètement différents. D'accord. C'est important de le rappeler. Mais tu fais bien. Et donc là, on l'a bien compris, en effet, qui ne sont pas des gaines de conduite montante. Donc là, on va aller un peu plus dans les caractéristiques. Voilà, donc du coup, ces gaines, en fait, comme pour tous les autres emplacements, en fait, les caractéristiques ne sont pas changées. En fait, les parois M0, c'est-à-dire incombustible et coupe-feu 1 heure, les portes incombustible et coupe-feu 1 demi-heure. C'est là qu'on voit, donc, quand on regarde les caractéristiques des parois, que donc on est différent de ce qu'on demande à une gaine pour conduite montante, parce que dans le pire des cas, une gaine pour conduite montante, c'est un coupe-feu 1 demi-heure. Alors que là, pour une gaine de type EPE, enfin une EPE de type gaine, pour être plus précis, on demandera systématiquement un coupe-feu 1 heure. Et ensuite, en ce qui concerne la ventilation de cette EPE de type gaine, en fait, eh bien, alors, la logique serait de partir sur une solution de gaine non recoupée, c'est-à-dire qu'on va avoir une ventilation sur toute la hauteur de l'immeuble. Là, du coup, on est vraiment, on s'apparente un petit peu à ce qu'on fait sur les gaines de conduite montante, sur le principe. Donc là, à ce moment-là, il faudra prévoir une ventilation en partie basse. Et cette ventilation en partie basse, on pourra la prendre directement sur l'extérieur,
mais aussi on pourra la prendre de manière indirecte sur un espace, un volume commun, mais un volume ventilé ou aéré. Ensuite, il faudra prévoir des passages à travers chaque traversée de plancher de 100 cm², et aussi prévoir une sortie d'air en partie supérieure de 150 cm². On est sur la solution qui correspond en fait à la solution la plus logique de gaine pour conduite montante. Ensuite, on pourrait très bien se dire on va recouper à chaque niveau et chaque emplacement. Du coup, les EPE à chaque emplacement devraient être ventilés de manière indépendante. Mais en fait, cette solution-là, en fait, elle se retrouverait à mi-chemin entre la solution superposée et puis la gaine. Elle n'aurait pas trop de sens. Merci beaucoup Jean-Claude. Afin de compléter cette vision sur la configuration de type gaine, Mathieu, tu vas nous expliquer un petit peu les alimentations de ce type de PE. Alors concernant l'alimentation d'un EPE de type gaine, on sera sur une installation à usage collectif qui s'apparente à une CICM, hein, même si on peut, alors je ne sais pas, mais on pourrait dire que c'est une conduite montante, mais en tout cas, on a bien une partie d'allure horizontale qui est cette conduite d'immeuble, puis une tuyauterie d'allure verticale qui va desservir l'ensemble des appareils présents dans chaque EPE. Donc, cette installation, elle est commune. On va se retrouver une fois encore avec les compteurs dans le volume des EPE, et donc avec toujours ce point de vigilance à avoir en tête qui est, avant de valider cette solution, se rapprocher des distributeurs pour avoir la certitude que ce soit validé et accepté par le distributeur en tant que tel. Donc c'est vraiment le point important qu'il faut avoir en tête. Dès lors que les compteurs sont rapatriés dans le volume d'un EPE, ça demande préalablement quand même une validation de la part du distributeur. Merci beaucoup Mathieu, c'est très clair. Afin d'être complètement incollable sur les 3 configurations d'EPE, il nous manque une thématique pourtant très importante à aborder, qui est l'évacuation des produits de combustion. Jean-Claude, on y va avec toi. Oui, donc on a mis cette thématique à la fin, mais ce n'est pas la moins importante évidemment, mais on a choisi de la traiter de manière générale. Donc en ce qui concerne l'évacuation des produits de la combustion, en fait, donc encore une fois pour les emplacements de production d'énergie, donc qui ne peuvent recevoir que des appareils étanches, on peut se retrouver finalement avec 2 possibilités. Soit les appareils disposent chacun d'un système individuel, on va dire horizontal ou vertical, soit les emplacements sont raccordés, on l'a dit, à un système collectif qui sera forcément vertical. Donc moi je vais vous parler juste du système individuel. Donc si on a fait ce choix-là de système individuel, ce qu'il faut retenir en premier lieu, ce qui est surligné en jaune là, c'est qu'on doit appliquer les mêmes règles que ce qu'on doit appliquer quand on installe ce type d'appareil dans les logements, en partie privative. C'est les mêmes règles, pas compliqué. Donc à gauche, sur la planche 1, vous avez le cas où on a fait le choix d'avoir un terminal horizontal, et dans ce cas-là, on a la possibilité d'être concentrique ou dissocié. Voilà, c'est la possibilité d'avoir des conduits dissociés. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le débouché il doit être direct à travers la paroi de l'emplacement, ce qui veut dire qu'on ne peut pas traverser autre chose. Il faut déboucher directement à l'extérieur. Ça veut dire que l'emplacement doit avoir une paroi qui donne sur l'extérieur. Et ensuite, donc, on peut faire le choix du terminal vertical, individuel toujours. Donc là, sur les planches 2 et 3, vous avez cette solution-là. Alors la planche 2, elle nous montre en fait que si on a dit tout à l'heure, hein, si on a un dispositif vertical et qu'on doit traverser des niveaux au-dessus pour aller chercher la toiture et la terrasse, à ce moment-là, il faut passer en gaine. Donc la planche 2 nous montre en fait qu'on peut très bien utiliser une gaine pour 2 emplacements ou pour plusieurs conduits individuels. Donc ça c'est une première chose, donc pas forcément une gaine par conduit. Et la planche 3, elle nous montre quoi? Elle nous montre qu'on peut déroger à cette règle de la gaine si jamais on est dans le cas par exemple d'emplacement superposé. Et donc sur le schéma numéro 3, là on le voit bien. Donc en ce moment-là, on peut déroger à la règle de la gaine et faire cheminer les conduits individuels directement dans l'emplacement. Donc ça vaut gaine, tout simplement. Très bien. Et alors Mathieu, pour finaliser cette thématique évacuation des produits de combustion, dans les collectifs, pour les appareils collectifs.
Lorsqu'on est sur un système d'évacuation collectif, sachant qu'on a des appareils de type étanche dans ces EPE, on aura nécessairement ce qu'on appelle un 3CEP, donc un conduit collectif pour chaudière étanche fonctionnant en pression. Selon l'emplacement des EPE, si on est en périphérie de bâtiment et qu'on a un pignon aveugle, on peut éventuellement envisager que ce 3CEP soit positionné à l'extérieur. C'est une solution. Après, lorsqu'on est à l'intérieur du bâtiment, deux cas de figure. Soit le système 3CEP est présent dans le volume de l'EPE, et donc dans ces cas-là, il peut être apparent, on n'exige rien. Soit ce 3CEP est extérieur au volume, et là, de fait, on aura l'obligation de placer le 3CEP dans une gaine pour faire ça. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Donc, on vous rappelle notre accompagnement. Donc tous les canaux de communication CJBAT, n'hésitez pas à visiter le site internet ainsi que les simulateurs et bien sûr votre hotline préférée au 09 69 32 98 88. Donc je remercie encore Jean-Claude et Mathieu pour leur expertise. Merci, et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire le 30 janvier prochain sur les gaz renouvelables, autre thématique. On vous souhaite à tous de très belles fêtes. Et le dernier message pour les promoteurs et bailleurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous lancer sur les EPE, vous avez toutes les cartes en main. À très bientôt, merci.